Alors, Elisa, on va dire partenaire en tous les cas de la chaire. On va parler aussi d'économie sociale et solidaire. J'ai envie de dire, ce qui nous arrive, parce que je sais que ça, c'est une de vos marottes, mais un sujet que vous portez. Déjà, l'économie sociale et solidaire était une économie qui s'installait de plus en plus fortement, comprise. N'avez-vous pas le sentiment qu'au lendemain de cette crise, c'est l'économie sociale et solidaire qui va peut-être devenir majoritaire à l'économie traditionnelle? Je ne sais pas, mais nous faisons tout pour que ça puisse arriver. Voilà. En tout cas, l'économie sociale et solidaire a montré dans cette période à quel point elle était résiliente, agile et en capacité justement de trouver des solutions quand tout s'écroule un peu et qu'on est face à un inconnu total qui remet toutes les cartes, on l'a dit, sur la table, avec vous m'entendez ou je vois que vous faites une drôle de tête? Ça va? Le son est correct? Ok. Et donc, et c'est vrai qu'on a vu que partout, c'est l'économie sociale et solidaire qui s'est engagée et qui a trouvé des solutions. Par exemple, nous, on a, avec la ville de Paris, dans l'urgence, parce qu'il fallait trouver des solutions, mais c'est vrai sur l'ensemble, sur beaucoup de territoires, tout de suite mis en œuvre une coordination de toutes les entreprises de l'ESS qui étaient dans le textile et on a fabriqué 500 000 masques en 4 semaines par des entreprises qui n'étaient pas forcément sur la fabrication de masques, qui n'en fabriquaient pas, qui fabriquaient des robes, qui fabriquaient des habits en économie circulaire, qui faisaient de l'upcycling et qui ont dans l'urgence fabriqué des masques. Mais il y a aussi des restaurateurs qui se sont engagés, il y a aussi des traiteurs, il y a des gens qui étaient sur les déchets qui ont été apporter des paniers, qui ont fabriqué des visières. Enfin, on a vu un énorme élan de solidarité qui a été portée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, elle montre que finalement, quand tout doit s'arrêter, il reste des soignants, il reste des caissières, il reste l'agriculture locale qui a été en capacité de nous nourrir et il reste des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui peuvent tout de suite, qui sont sur le lien social et qui ont dans leurs valeurs et dans leur ADN cet ancrage territorial, cette volonté d'avoir un impact sur ce qui entoure. Donc, c'est quand même ce qui fait vibrer ces entreprises-là. Et donc, quand ils ont fallu agir, elles ont agi très vite. Donc, l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas si elle sera majoritaire, mais une chose est sûre, c'est que ces valeurs-là, elles prennent de plus en plus de place dans la société. Et nous, au Canot, les Canaux, donc c'est la petite maison qui est derrière moi, qui est basée dans le 19e arrondissement et dans lequel la chaire ETI, la Sorbonne, a ses bureaux. Donc, c'est pour nous un immense plaisir d'accueillir les équipes de la chaire ETI. Et en fait, nous, notre mission, c'est justement de soutenir cette économie-là, mais de le soutenir en faisant se rencontrer autant des collectivités, des pouvoirs publics, des grands groupes, des startups, des citoyens. Voilà, tous ces acteurs qui, ensemble, se mobilisent pour une économie engagée pour la planète et la solidarité. Donc, c'est plus large que l'économie sociale et solidaire parce que les acteurs économiques engagés, ils peuvent être aussi de grands groupes. Donc, par exemple, on a travaillé avec ICAD et puisque vous êtes là, c'est vrai que l'année dernière, on a construit une grande terrasse en fait sur les canaux sur lequel 150 structures de l'économie sociale et solidaire et d'entreprises à impact ont présenté des solutions et c'est ICAD qui a construit cette terrasse, un geste architectural 100% fait à partir de matériaux récupérés. Et ce sont vraiment les équipes qui ont cherché tout ce matériau et qui montrent qu'il peut y avoir une seconde vie. Et c'est très important pour des grandes entreprises comme ça de se réinventer aussi parce que, par exemple, le BTP, c'est 70% des déchets qui sont produits en Île-de-France. Donc, il y a énormément de marge et de travail à faire pour faire évoluer l'ensemble des entreprises du BTP. Donc, voilà. Donc, nous, notre ADN, c'est de penser que c'est en mélangeant les gens, en les faisant travailler ensemble, les faisant se croiser, en créant des partenariats, que petit à petit, l'économie devient plus positive et que l'ensemble des acteurs économiques prennent des valeurs
des valeurs autour de développer la solidarité et de réfléchir toujours à l'impact sur l'environnement et réduire les impacts négatifs et augmenter les impacts positifs. Et donc, avec la chaire, parce que je suis très contente de participer à cet anniversaire, on a lancé une académie pour tous. Et ça aussi, c'est vraiment dans l'ADN de la chaire ETI, et on se rejoint là-dessus, c'est de dire on fait croiser des dirigeants de collectivités, des maires de grandes métropoles, des dirigeants de régions, mais aussi des scientifiques, des penseurs à l'échelle internationale, et aussi des entreprises. Et on le fait, et on rend ce savoir, on le rend pour tous. Donc, autant pour ceux qui vont prendre les décisions qui sont importantes pour nous, que aussi pour des citoyens qui souhaiteraient s'informer et être au courant de tout ça. Et ça, c'est vraiment la force de l'ADN, c'est de cette Académie pour tous qui a maintenant plus d'1 an et qui est portée par la chaire ETI et qui est un lieu incroyable de foisonnement intellectuel sur la vie de demain et qui est ouvert à tous, qui est retransmis sur Internet. Et à chaque fois, on a une petite balade en bateau électrique sur les quais de la Seine de Carlos, qui interviewe l'un de ses penseurs et qui aborde des sujets extrêmement compliqués comme la fracture numérique, comme la science et la citoyenneté, voilà, et qui les rend audibles et compréhensibles pour un très large spectre d'acteurs et de personnes. Elisa, j'ai une dernière question avant d'accueillir ici nos intervenants étrangers et internationaux. On connaît votre engagement, bien sûr, pour les canaux. On sait que vous êtes également une Parisienne amoureuse de votre ville. J'allais dire, si la chaire ETI à la Sorbonne est déployée et a des partenariats avec d'autres collectivités locales, je pense tout à l'heure, on avait la ville de Nantes avec Johanna Roland ou encore Jean Ronner avec la région Grand Est. Le fait que cette chaire, entrepreneuriat, territoire, innovation, et ça va faire le lien avec tout à l'heure la séquence d'après, soit Paris, est-ce que pour vous, quand même, Paris doit jouer justement un rôle de métropole et de ville-monde modèle, c'est-à-dire que tout ce qu'on expérimente à Paris doit justement être un élément, un levier pour à la fois l'expérimenter ailleurs. Et ça veut dire que, bien sûr, on expérimente pour faciliter la vie quotidienne des Parisiens, mais Paris est regardé partout dans le monde. Et est-ce que ça ne donne pas plus de responsabilité, et pour vous en tant qu'actrice, mais aussi cette chaire entrepreneuriat, territoire, innovation, mais de rayonner à l'échelle internationale, comme le fait également, que ce soit le professeur Carlos Moreno ou Florent Lampralon ou Didier Chabot? Alors, en fait, les canaux et la chaire ETI ont peut-être ça qu'elles partagent, c'est qu'au début, ça a été impulsé par la ville de Paris. Si ce lieu est né, c'était d'une conviction de Anne Hidalgo que dans l'attractivité de Paris à l'échelle mondiale, dans la compétition qui se joue en fait entre les grandes métropoles, finalement, cette économie-là engagée, c'était une énorme force pour Paris et que c'est un terreau de l'innovation pour demain, de l'innovation environnementale et sociétale. Et qu'en fait, les villes qui sont les plus dynamiques à l'échelle mondiale, c'est celles qui ont compris ça et celles qui permettent le développement de cette économie engagée. Et Paris, dans ce système-là, a un rôle majeur parce que Paris est très en pointe. Et on ne le sait pas forcément, Paris est la France. L'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, le social business, on est en France dans un terreau complètement unique. Et le professeur Younous, qu'on a écouté tout à l'heure, qui est le prix de la paix, le prix Nobel de la paix économiste, donc on voit bien que l'économie, voilà, c'est pas anodin qu'un économiste ait un prix Nobel de la paix. Il n'est pas prix Nobel de l'économie, il est prix Nobel de la paix. Il a ses bureaux à Dakar, à Bangladesh, et à Paris, au Canot, à côté de la chaire ETI. Ses seuls bureaux, il les a à Paris. Et s'il est ici, s'il nous a accompagnés dans les Jeux Olympiques et qu'il continue à le faire, c'est parce qu'il a noué avec la France des relations totalement uniques avec des grands groupes français comme le Crédit Agricole, mais aussi Danone,
mais aussi plein de petites structures qu'il connaît très bien. Et lui qui voyage dans le monde entier dit à Paris, il y a quelque chose d'unique. Et si ça naît à Paris, ça ne doit que irriguer la France, parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Et donc, peut-être qu'à Paris, qui est 30% du PIB français, on a une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'avoir la modestie de penser que ce qu'on fait, on le fait pour l'ensemble et d'aller tisser des ponts avec l'ensemble des territoires. Et que beaucoup de solutions qu'on aura peut-être les moyens de mettre à Paris, mais en fait, sont nées ailleurs et se développent ailleurs. Donc, il faut aller les voir tant sur le territoire français qu'à l'international et surtout pas être parisiano-centriste, même si j'adore ma ville et que c'est aussi cette richesse qu'elle a qui lui permet d'innover à un moment donné et de tendre la main. Donc, aujourd'hui, c'est né de Paris, mais clairement, c'est sur l'ensemble du territoire que ça rayonne et à l'international. Et ça sera toujours ces ponts qui sont tissés entre le monde rural, entre les métropoles, je dirais les métropoles nationales, mais aussi les métropoles internationales qu'on trouvera des solutions parce qu'on l'a vu, Paris ne peut pas être en autosuffisance alimentaire. Elle aura beau développer toute l'agriculture urbaine qu'elle le souhaite, on ne pourra pas nourrir 2 millions d'habitants en faisant de l'agriculture sur les toits. Donc voilà, on est extrêmement dépendant et redevable de tout le tissu français. Et de la même manière, si le fer de lance de l'économie française, qui est sa capitale, périclite, c'est l'ensemble de la France qui est en difficulté. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et je pense que la situation actuelle l'a bien montré, que ce soit le Covid ou que ce soit les Gilets jaunes qui, effectivement, ont montré qu'on ne peut pas abandonner des territoires. Merci beaucoup, Elisa. On a envie de vous retrouver quand on voit les canaux voilà, derrière vous. Ça nous donne très envie, mais on va vous rendre visite très prochainement.